Mesdames et messieurs, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Face à vous. L'objectif de cette émission, vous le connaissez, vous mettre face à des personnalités qui marquent le continent africain par leurs actions. Aujourd'hui, on aura le plaisir d'avoir un invité, Monsieur Ibrahima Diawara, fondateur du groupe IBI Group, présent dans plusieurs secteurs d'activité tels que l'industrie, le BTP, le transport, l'énergie, l'agriculture, l'ameublement, etc. Monsieur Ibrahima Diawara, bienvenue à vous. Merci, Madame Acheta. Alors, Monsieur Diawara, comment vous présentez à nos téléspectateurs? D'abord comme un entrepreneur, ou alors comme un militant humanitaire, ou plutôt comme un homme politique? Je suis d'abord un Malien tout court, un simple citoyen malien. Mais je suis aussi un chef d'entreprise, parce que c'est ça qui me fait vivre, un industriel. Je suis aussi dans l'action, sur le terrain. Maintenant, si on peut qualifier le fait que je suis dans l'action sur le terrain, si on peut dire que je suis homme politique, je n'en sais pas trop, mais je ne pense pas. Je suis surtout dans l'action, pas dans la politique. Vous êtes aujourd'hui à Paris. Quelles sont les raisons de votre déplacement? J'ai été invité par l'APS, l'Association pour la promotion de la culture et de la langue sonique, pour rendre hommage à un grand homme, Faye Dadji Soumaré. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Et pourquoi était-il si important pour vous de quitter le Mali pour venir en France pour cet hommage? Dadji Soumaré, c'est un exemple pour la diaspora. Pas seulement la diaspora malienne, mais pour la diaspora africaine en général. Voilà un monsieur qui arrive à l'âge de 18 ans, dans un pays comme la France, illettré, qui ne savait ni lire ni écrire, qui s'inscrit dans les cours du soir pendant 18 ans. Il a pris des cours du soir pendant 18 ans après le boulot. Et au finish, il a décroché le diplôme d'expert comptable. Quelle détermination, quelle volonté de réussir. C'est un exemple pour nous tous. C'est un exemple pour la diaspora africaine. Et Dadji était au service de tout le monde. Qu'on soit malien, africain ou un immigré tout court, Dadji était au service de tout le monde. Il s'est battu pour le pays d'accueil comme la France et aussi pour son pays d'origine qui est le Mali. Voilà un homme qui est un exemple pour nous, pour la génération et surtout pour la deuxième génération des immigrés. Dadji, c'est un symbole de réussite pour les Africains. Pour cette raison que je tenais à être là pour magnifier ce que Dadji a fait pour les Africains et pour les Maliens. Vous avez profité de ce passage en France pour rencontrer toutes les composantes, les différentes composantes de la communauté malienne et africaine. Dans quel but? C'était tout à fait normal pour moi d'échanger avec la communauté malienne, les amis du Mali, les jeunes franco-maliens, pour comprendre ce qu'ils pensent du Mali. Parce que quand on traverse une crise aussi profonde que la nôtre, il faut échanger pour comprendre des gens qui sont à l'extérieur, comment ils voient, quelle est leur vision par rapport aux Et qu'est-ce qu'ils pensent du Mali? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Et honnêtement, surtout au niveau des foyers, quand j'ai échangé, c'est des gens qui ont l'impression que nous sommes dans ce trou, que c'est la faute aux Maliens, nous-mêmes, qu'on s'est mis dans ce trou parce qu'il y a une mauvaise gouvernance. Il y a une mauvaise façon de gérer ce pays-là. Les choses n'ont pas été gérées convenablement. C'est pourquoi nous sommes dans ce problème-là. Et il y a un rejet en général des politiques. Idem pour la nouvelle génération. Et c'est des gens qui sont désespérés aujourd'hui, qui ne voient plus de perspective pour ce pays-là. Mon rôle à moi, c'était de te dire, écoutez, ce n'est pas perdu. Il y a des pays qui ont traversé des moments plus difficiles que le Mali et qui ont pu, par l'engagement, la volonté, sortir de ce problème. Je citerai un pays africain, le Rwanda par exemple, où il y a eu combien de millions de morts. Le Rwanda est cité aujourd'hui un exemple de réussite. Pourquoi? C'est pas d'autres personnes qui sont venues faire le Rwanda, c'est les Rwandais qui ont fait le Rwanda. Mais parce qu'ils avaient une vision, ils ont eu la chance d'avoir un leader
visionnaires. Ils ont pu réconcilier les Rwandais. Et aujourd'hui, c'est un pays que tout le monde cite comme un success story. Les Maliens que vous avez rencontrés, selon vous, ont-ils envie, ont-ils des objectifs pour le Mali? Ont-ils envie de rentrer au pays? Vous savez, personne ne veut vivre à l'étranger. Chacun veut vivre chez soi. Ce n'est pas nécessité qu'ils sont là. Parce qu'ils ont leurs parents, leurs frères, leurs sœurs qui sont au Mali. Ils sont là, mais en réalité, l'esprit est au Mali. Ils veulent bien s'y rentrer. Mais pour rentrer, il faut mettre les conditions. Et c'est au rôle de décider d'unir ces conditions pour que ces immigrés puissent rentrer et vivre dignement dans leur pays. Bien sûr qu'ils veulent rentrer dans leur pays. Comment vous ont-ils accueillis? Car je suppose qu'ils envoient passer des personnalités comme vous, des entrepreneurs, mais aussi des hommes politiques, qui leur promettent monde des merveilles, et finalement, quand ils s'en vont, il n'y a plus rien. Comment vous ont-ils accueillis? C'est ça exactement, parce qu'il y a un intervenant qui me dit, M. Diawara, en fait, on s'est renseigné sur vous avant de venir vous écouter. Et non, on a compris que vous ne faites pas partie de ces hommes qui ont passé pour nous vendre du vent. Vous, au moins, vous êtes concret. Vous savez là où vous partez. Et on a vu d'une manière concrète ce que vous avez réalisé avec votre mouvement malien tout court. Vous êtes parti partout au Mali pour parler aux Maliens. Et vous êtes dans l'action. Vous êtes un industriel. Et vous avez créé des emplois. Vous avez créé vos entreprises. Vous êtes présent dans sept pays. Et aujourd'hui, vous êtes dans des projets, vous êtes dans l'agriculture, vous êtes en train de monter le chemin à la jeunesse. C'est pourquoi on est venu vous écouter. On dit, tiens, il y a peut-être quelqu'un qui réagit différemment, qui est dans l'action, qui n'est pas dans les discours et dans les théories. Et aujourd'hui, c'est ça que nous recherchons. D'accord. Donc finalement, vous êtes parti les voir en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'homme politique? Voyez-vous, le mot homme politique, je n'aime pas trop. Parce que ce mot a été galvaudé chez nous. Parce que les gens ont l'impression, la population a l'impression, quand tu es dans la politique, tu es un menteur, tu es un vendeur de vent. Je préfère dire que je suis dans l'action. Je ne suis pas en politique. Je suis un homme concret qui est dans l'action. Vous êtes fondateur du mouvement malien tout court, mouvement pour la solidarité et le développement. Pourquoi ce mouvement? Pourquoi avez-vous créé ce mouvement? Dans quel contexte? Vous savez, j'étais invité il y a quelques années, parce que je suis quand même consul de l'Indonésie au Mali, parce que j'ai vécu à un moment donné en Asie du Sud-Ouest. J'étais invité par le gouvernement indonésien. Quand j'étais en Indonésie, les Indonésiens fabriquaient des chaussures, des t-shirts, des petits trucs. Et aujourd'hui, c'est un pays qui fabrique des avions. On m'a invité à Bandung, j'ai vu une usine où ils fabriquent des avions. J'étais vraiment impressionné. Et après, je suis parti en Chine. La première fois que j'ai visité en Chine, c'était en 1995. Imaginez aujourd'hui la Chine de 1995 à la Chine d'aujourd'hui. C'est autre chose. Et après, je me suis connecté, bien sûr, pour voir ce qui se passe chez moi. Et j'ai vu le massacre de Ouagadougou. J'avoue qu'il m'a touché. Et j'avoue, je n'ai pas dormi toute la nuit. Alors, je me suis mis à écrire ce que je ressentais. Et je l'ai posté. Et des milliers et des milliers de Maliens l'ont partagé parce qu'ils se sentaient et ils se reconnaissaient dans ces messages-là. Et au retour au pays, mes amis et moi, nous avons décidé de nous impliquer dans la paix, la recherche de la paix et de la réconciliation. C'est ce que nous avons conduit à Bayangara pour parler entre les frères Peul et Dogon. Et ensuite, à Gundam, pour parler entre les sédentaires et les nomades. À Tombouctou, quand les nomades, une partie des nomades ont quitté la ville de Tombouctou, nous sommes partis les rencontrer en brousse pour les parler et venir parler et organiser des journées de réconciliation. Donc c'était l'objectif premier de ce mouvement, réconcilier le Mali? C'était réconcilier les communautés. Et c'était l'objectif premier. Alors, de là, on a fait le constat, comme nous avons fait le centre, le nord. Nous avons compris que le problème du Mali, c'est surtout le problème de pauvreté. J'avoue, quand les gens n'ont pas de l'eau à boire, quand ils n'ont pas de plateau sanitaire,
Quand ils n'ont pas d'école, ça amène des frustrations. Et ça, je comprends. Je comprends profondément. Et c'est là où nous avons décidé de faire une fondation, la Fondation Malien Koutouko. Nous avons acheté des machines pour faire des forages, apporter de l'eau. Donner la chance aux jeunes de s'éduquer. Nous avons financé des bourses. Aujourd'hui, nous finançons des enfants de Kidal, une centaine d'enfants de Kidal, pour s'inscrire à l'école, pour se former. Nous finançons des enfants au centre du Mali. Nous finançons la scolarité des enfants à Bamako et un peu partout. Nous faisons des actions au sud, au centre, au nord, pour donner de l'eau. Mais nous avons compris que ça ne suffisait pas, parce que nous prenons sur nos maigres ressources pour alimenter la fondation et pour mener ces actions. Et c'est pour cela que nous avons décidé de continuer, de trouver d'autres moyens pour avoir un levier pour pouvoir aider le peuple malien. Donc c'est dans cette démarche que nous sommes présentement. Regardez comment nous pouvons faire pour aider pas seulement quelques personnes, mais pour aider tout le peuple. Je vous propose tout de suite d'écouter un téléspectateur qui a une question à vous poser. On regarde et puis on revient. Bonjour M. Diawara. Vous êtes parti de rien et aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une dizaine d'entreprises. C'est quoi votre secret? Voilà, en trois questions très intéressantes. Quel est votre secret alors? Une question extrêmement intéressante à cette eau. Moi, j'ai quitté mon pays juste après le bac, à l'âge de 18 ans, pour rejoindre mon frère en Thaïlande. Vous savez déjà, le bac pour un Soninké, c'est beaucoup. J'ai vécu pendant 3 ans en Thaïlande. J'ai continué après en Indonésie. J'étais dans les négoces. Et j'ai décidé en 1995 de créer ma première, tout en étant en Indonésie, de créer ma première société au Mali, qui était dans les solaires. Donc nous sommes les pionniers en énergie solaire au Mali, parmi les premiers, je veux dire. Et après, j'ai créé une seconde société qui faisait les tuiles, les briques. Donc quand j'étais avec ces 2 sociétés, j'ai décidé de rentrer en 2000 au Mali. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous sommes dans 7 pays en Afrique. Nous sommes dans plusieurs domaines. Nous sommes dans l'aviation, dans les BTP, dans l'adduction d'eau, dans l'énergie, dans les transports terrestres, dans la recherche minière, j'en passe. Et je suis quelqu'un, il n'y a pas d'autre secret. Je suis quelqu'un qui est audacieux, je suis très audacieux. Je n'ai pas de complexe. Mais est-ce que ce n'est pas facile d'être audacieux quand on a finalement un soutien familial? La seule chose que j'ai hérité de ma famille, c'est le billet d'avion qui m'a amené en Thaïlande. C'est tout. Le reste, c'est moi. Donc, je n'ai pas eu de soutien. J'ai eu soutien moral, oui. Mais la seule chose que j'ai hérité de ma famille, c'est mon billet d'avion du Mali, la Thaïlande. Donc, je ne suis pas un héritier de fortune. Je viens d'une famille modeste qui a compris que quand on se retrouve à l'étranger, on est en mission. On est en mission pour sa famille, on est en mission pour son pays. Et j'appelle souvent que nous sommes les soldats du développement. Les immigrés sont des soldats du développement. Les Maliens de la diaspora sont des soldats du développement. Imaginez, ils abandonnent tout. Ils viennent dans un pays où vous voyez, ils sont prêts à vivre dans n'importe quelle condition pour amener de l'argent dans leur pays. Vous voyez ce que les immigrés font. Ils font plus que l'État. Et finalement, c'est quoi votre secret? Donc, vous partez à 18 ans, 21 ans, vous créez votre entreprise. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête de plusieurs entreprises. Madame, je n'ai pas de secret. Le secret, c'est le travail, l'audace, la volonté de réussir, surtout. Quand on a la volonté, on est déterminé à faire quelque chose, vous regardez par les obstacles, vous foncez. Et c'est ce que je fais. Et je disais, je suis un produit de la diaspora. Vous avez vu tous ces immigrés qui se lèvent du matin tôt et qui vont travailler, qui amènent de l'argent. Et aujourd'hui, vous connaissez, madame, le montant que les immigrés injectent dans l'économie nationale. C'est pratiquement 6 à 7% de notre PIB. Pratiquement plus de 800, ça c'est le chiffre officiel, hein, 800 millions d'euros. Mais moi, j'étais un Malien de la diaspora.
Je sais que les chiffres sont multipliés par 3, parce qu'on envoie de l'argent pas par les circuits officiels, des circuits officieux. Je dirais aujourd'hui, sans risque de me tromper, que les Maliens de la diaspora apportent plus de 3 milliards d'euros. Vous connaissez l'aide au développement que les Européens et la France donnent au Mali? C'est à peu près, c'est moins de 500 millions d'euros. C'est pour ça que je dis, ces immigrés, c'est des soldats du développement. Il y a des soldats qui ont des fusils pour défendre le pays et c'est des soldats qui sont envoyés pour aider leur pays. Ils méritent qu'on les respecte, qu'on les considère. Donc vous étiez une personne de la diaspora. Oui. Vous parlez des immigrés Oui. qui vivent en France et dans d'autres pays. Oui. Vous avez décidé de sauter le pas et de revenir au Mali. Pourquoi? Finalement, vous étiez bien en Indonésie. J'étais très bien. J'étais très Qu'est-ce qui bien. vous a poussé à revenir au Alors Mali? la volonté, parce que chaque jour que je sortais, que je voyais comment ce pays avançait, je dis mais je peux faire la même chose dans mon pays. C'est ça qui m'a poussé de rentrer. J'avoue que c'est pas facile au début. Mais avec la force, le courage, on arrive à faire des choses merveilleuses. Aujourd'hui, je n'ai pas regretté. Et je suis heureux. Et je suis d'ailleurs en train de pousser mes autres amis qui sont en Asie de rentrer parce qu'il y a tellement de choses. Mais souvent, ils sont confrontés. Ils se posent la question, on rentre, on va faire quoi? C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai créé quelques centres de formation où je prépare souvent des projets clés en main. Je dis, écoutez, investissez dans ça, vous allez voir, ça va marcher. C'est pour ça que je suis en train de faire l'agriculture et des petites industries. Je crois qu'il y a de quoi à faire, encourager les immigrés à revenir et travailler parce qu'il y a tellement de choses. Rien n'a été fait dans nos pays-là. Il y a tellement de choses. Il suffit seulement qu'on a des bons leaders qui peuvent encourager les gens à rentrer en les mettant sur des projets porteurs de. Quand on regarde votre profil, M. Diawara, on peut se dire que vous êtes un entrepreneur dispersé parce qu'on vous voit dans le BTP, dans le transport, dans l'ameublement maintenant. C'est le cas ou pas? Alors, merci pour cette question. Effectivement, j'aimerais mêler dans tout. Mais je dis que je ne suis pas dans tout. C'est le tout qui veut que je sois. Je vous donne l'exemple. J'ai créé une industrie qui est à 750 km de Bamako, où j'exporte dans 3 pays. J'exporte au Burkina, j'exporte au Sénégal, j'exporte en Côte d'Ivoire, j'ai oublié la Mauritanie, j'exporte dans 4 pays. Mais souvent, pour avoir les transporteurs, pour exporter ma matière première, mon produit vers mes clients, c'est la croix et la bannière. Alors j'ai fait quoi? Je suis obligé de créer une société de transport pour être sûr que les clients peuvent avoir le produit à temps. Alors, de ça, je suis dans la construction. Je suis obligé d'aller acheter de la même à Dubaï ou en Chine. J'ai eu l'opportunité de faire une usine qui non seulement est là et vend sur le marché local à Dubaï, mais aussi peut vendre dans tous les pays en Afrique et au Mali. Du coup, c'est la suite logique de ce que je fais. J'ai fait quoi? Alors, si on a l'occasion de faire $1, il faut toujours le faire. Ne laissez jamais votre $1 ailleurs. Si on est capable, c'est l'occasion de remercier les cadres de mon groupe qui savent ce qu'ils font et qui nous aident et qui me facilitent la tâche. Des gens très, très bons dans ce qu'ils font et du coup, moi, je n'ai pas beaucoup de charges. Je réfléchis à l'expansion et au développement De votre groupe. de mon groupe. La place des femmes dans tout ça? Ah, mais oui, mais la plupart, il y a des bons nombres, il y a des cadres à Ibiku qui sont des femmes, que je salue au passage. Vous savez, les femmes, quand elles s'engagent mieux que les hommes. Elles sont sincères dans ce qu'elles font. Et c'est l'occasion de le dire, merci les Amazones du IB Group. C'est grâce à vous que nous sommes là où nous sommes. Message bien reçu. Le 3 juillet, levée des sanctions pour le Mali par la CEDEAO. Quel soulagement, n'est-ce pas? Oui, madame. Vous savez, nous avons traversé des moments très difficiles. D'abord, le Mali était dans un trou. La crise sanitaire, la crise sécuritaire, paf, l'embargo. C'est l'occasion de saluer la résilience du peuple malien. Vous savez, ce n'était pas évident. Je le sais. Je le vis tous les jours. Quand les employés viennent, les chauffeurs, les ouvriers qui te parlent de leurs conditions. Du jour au lendemain, les denrées alimentaires ont augmenté. Le riz, l'huile, le sucre.
C'était extrêmement difficile pour eux. Madame, moi je suis un chef d'entreprise. Les entreprises ont énormément souffert. On ne pouvait même plus exporter. Je vous disais, j'ai des clients en Côte d'Ivoire. Je ne pouvais plus exporter en Côte d'Ivoire. Et même pour faire venir, souvent la matière première, c'était extrêmement difficile d'amener la matière première. On était à rupture de stock, même en emballage. Et je comprends les entreprises qui ont licencié, les entreprises qui ont été fermées. Mais nous n'avons pas voulu fermer. Nous avons puisé sur nos dernières ressources pour garder nos emplois. Parce que quand c'est amer, quand c'est difficile, c'est là où il faut supporter ses employés. On les a supportés jusqu'à la fin. J'ai eu des projets qui ont été arrêtés, des grands projets où le financement a été carrément coupé. Nous n'avons pas voulu arrêter parce que c'était urgent de donner de l'eau à la population. Donc, au-delà de nos intérêts, et on pouvait l'arrêter comme les autres l'ont fait. Bien sûr. Mais nous n'avons pas voulu. Nous avons voulu continuer pour donner de l'eau. Parce qu'on en avait un projet à Nyoro, à Marakala, à Sélingué, à Bougouni, à Kita. Nous avons continué parce que la population souffrait. Si on arrêtait ce projet, ils n'allaient plus avoir de l'eau. Il fallait continuer. Et nous avons continué ce projet. Nous n'avons pas arrêté nos projets, malgré la crise et l'embargo. Ces difficultés ont peut-être poussé un peu plus de Maliens à migrer. On a tous vu ces images très choquantes qui ont marqué le monde entier au Maroc. Comment vous réagissez à tout ça? Madame, j'étais estomaqué quand j'ai vu ces images de nos frères au Maroc, qui ne sont pas des bandits, qui ne sont pas des vagabonds. Ce sont des jeunes qui veulent un avenir meilleur et qui croient que c'est de l'autre côté. Mais malheureusement, j'ai vu pied de réaction. Ni des gouvernements, ni de la société civile. C'est intolérable, c'est inacceptable qu'on continue à voir ce genre d'image. On ne mérite pas ça, madame. C'est choquant. Il faut qu'on arrête. Qu'on arrête de voir ce genre d'image. Et surtout venant d'un pays africain. C'est déplorable. C'est déplorable et c'est vrai que nous, on a énormément regardé les réactions sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens ont réagi très durement en disant que malheureusement, on n'était pas protégés par nos gouvernements, par nos États dont nous sommes originaires. Vous confirmez ça? Protéger, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Protéger, c'est-à-dire, moi je déplore qu'il n'y avait pas eu une condamnation ferme de ce qui s'est passé. Mais voyez-vous, on ne peut pas arrêter les jeunes qui veulent aller. Comment voulez-vous qu'on les protège? Ils veulent aller parce qu'ils n'ont plus d'espoir. En tant qu'opérateur économique, en tant que militant, en tant qu'homme politique, comment voyez-vous le Mali de demain? Je ne suis pas dans le politique d'abord. Le Mali de demain, je le vois comme un Mali où on peut mieux vivre. Vous voyez, prenons uniquement le coton, madame. Le coton peut être un moteur de développement du Mali. Aujourd'hui, nous sommes contents que nous sommes premiers producteurs avec 760 000 tonnes, madame. Nous pouvons faire mieux. Nous pouvons faire 3 millions de tonnes, madame. Aujourd'hui, nous avons un chiffre d'affaires de 300 milliards. Madame, on peut faire 1000 milliards de chiffre d'affaires pour le coton. Rien que en augmentant la densité et le rendement par hectare. Vous savez, en Chine, ils sont à combien? Ils sont entre 6 et 7 tonnes à l'hectare. Nous sommes à une moyenne d'1 tonne à l'hectare. C'est inadmissible. Vous voyez, madame, rien que 1000 milliards de chiffre d'affaires, ça fait à peu près 50% du budget du pays. Imaginez qu'on arrive à amener notre budget à 4 000 milliards. Nous tournons autour de 2 milliards, 3 milliards. 3 000 milliards à 2 000 milliards. Je sais, avec l'apport de 1000 milliards, on peut injecter énormément d'argent dans notre pays. Ça ne suffit pas. Il faut former la jeunesse. Il n'y a pas de développement sans formation de la jeunesse. C'est le plus important, former la jeunesse. Quand on forme la jeunesse, quand on a des jeunes qualifiés, moi je suis industriel, mais madame, je suis obligé d'amener. Aujourd'hui, j'ai des Indiens que j'amène de l'Inde pour faire des métiers que les Maliens pouvaient le faire, peuvent le faire. Mais malheureusement, non, ils ne sont pas qualifiés. C'est déplorable. Ces Indiens, quand je les paye, ils amènent l'argent où? C'est en Inde. Ça ne suffit pas d'avoir la jeunesse, mais il faut avoir une jeunesse formée.
Et c'est le socle du développement. Et quand vous avez une jeunesse formée, en ce moment, vous commencez à industrialiser le pays. Mais si vous industrialisez le pays à une jeunesse mal formée, mal orientée, le résultat c'est quoi? C'est que vous importez la main-d'œuvre, vous importez les techniciens. Ça commence par la formation d'abord. Et après l'industrialisation. Comme on le dit, un pays développé, c'est un pays industrialisé. On ne réinvente pas la roue. Tous les pays qui sont développés ont commencé d'abord par mieux former les jeunes et ensuite aller vers l'industrialisation et l'agriculture. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de théorie. Voilà la chose qu'il faut faire. Former la jeunesse, former la jeunesse et former la jeunesse. Donc pour vous, c'est la première mesure à prendre pour un pays, pour qu'un pays se développe? Il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas mille chemins. Former sa jeunesse. Vous voyez, l'Inde, les sociétés qui sont en bourse aux États-Unis, qui les dirigent aujourd'hui? Les multinationales, les grandes sociétés. C'est les Indiens qui les dirigent. Parce que quoi? Parce qu'ils sont bien formés. Voilà des exemples. Aujourd'hui, je vais vous dire, souvent quand on me pose la question, mais Diawara, on a l'argent, on veut faire quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu me... Je dis, allez dans l'agriculture. Madame, vous savez, l'agriculture est le seul domaine où vous pouvez avoir 400% de profit. Moi, je suis dans l'industrie, je suis dans le BTP. À peine si on a 13% de profit. Mais aujourd'hui, dans l'agriculture, je vous confirme, parce que ce n'est pas de la théorie. C'est du réel, c'est du concret, parce que je le fais. Ce n'est pas quelqu'un qui me l'a dit. Je ne l'ai pas lu dans un livre. Madame, c'est du concret. Vous pouvez faire 400% de bénéfices dans l'agriculture. Rien qu'en investissant 10 millions, vous pouvez vous taper 50 millions en hectare, par hectare, en melon, en pastèque. Vous voyez que aujourd'hui, le Mali importe du melon, des pastèques, d'un pays voisin, d'un pays maghrébin, qui font 4000 km pour nous amener des pastèques et des melons, qui traversent tout un pays, 2 pays avant de venir chez nous, et qui nous vendent le kilo pratiquement dans le marché à 1000 francs. C'est inacceptable, inadmissible. Et un pays, je crois, qui n'a même pas de fleuve. Le pays est traversé par des grands fleuves et nous continuons à importer de la nourriture. C'est une honte. Il faut corriger ça. Nous avons des solutions pour ça. Et c'est pour cela que je suis en train de former des jeunes pour que demain ils puissent faire la même chose. C'est dans tous les domaines. Il faut savoir conseiller la jeunesse pour les orienter. Et c'est le rôle de nos États. Monsieur Diawara, c'est beau ce que vous dites, et c'est vrai aussi. Mais que dites-vous à ces jeunes qui vont vous dire en face de vous, à savoir, on veut aller à l'école, mais comment aller à l'école le ventre vide? Vous leur répondez quoi à eux? Madame, vous savez, il y a des pays qui ont traversé des situations plus dures que le Mali. Hein. Je vous parle de Chine dans les années 60. Mais avec tout ça, ils se sont battus pour former leur jeunesse. Je crois qu'aujourd'hui, se former, même si c'est difficile, c'est extrêmement difficile, qu'on n'a pas à manger, on peut se former. C'est un sacrifice qu'il faut faire? C'est un sacrifice, on n'a pas d'autre alternative, c'est un sacrifice, il faut le faire. Monsieur Diawara, deuxième question pour vous de la part de notre téléspectateur. On regarde et puis on revient. Voilà, Monsieur Diawara, bonjour. Donc, je vous félicite vraiment l'initiative que tu prends pour la jeunesse malienne de créer l'entreprise du travail aux jeunesses maliennes. Voilà, je te remercie beaucoup sur ça et puis c'est une bonne volonté. Voilà, mais j'ai une question à te poser. Est-ce que vous comptez gérer du Mali un jour? Je constate que beaucoup vous voient en homme politique. Je ne suis pas un homme politique, je suis un entrepreneur. Parce que vous savez, comme je le dis, en Afrique aujourd'hui, quand vous parlez d'homme politique, pour les gens c'est de l'insulte. Quand vous parlez d'homme politique, les gens ont l'impression que c'est des vendeurs de vent. Je ne suis pas un homme politique. Je suis un chef d'entreprise, un industriel, qui se bat pour son pays. Qui se bat pour aider son pays à sortir de ce problème-là, de ce trou qu'on l'a d'ailleurs mis. Je ne suis pas un homme politique. Néanmoins, est-ce que vous comptez officiellement participer à la gestion du pays? Madame, je participe déjà à la gestion du pays, parce que je crée de l'emploi. Je participe à la réconciliation des communautés. J'ai une fondation qui permet de faire des actions humanitaires, qui donne de l'eau, qui donne des vivres
qui forment les jeunes. Je suis dans la gestion déjà du pays. Mais ce n'est pas forcément, si vous n'êtes pas, les gens ont l'impression que si vous n'êtes pas ministre ou président de la République, vous ne participez pas. Non, je participe d'une manière active à la gestion du pays. Parce que c'est grâce à nos actions, nous payons nos taxes, nos impôts, on forme, nous sommes de la fondation, on aide la jeunesse, on forme la jeunesse. Je suis déjà dans la gestion du pays. D'accord. Monsieur Diawara, nous sommes au terme de cette émission. Vous avez la caméra juste derrière moi. Je vous laisse vous parler frontalement, directement à la population malienne, à la population africaine, à la jeunesse, aux femmes. Qu'avez-vous à leur dire? Merci à tout. C'est l'occasion pour moi de dire à la jeunesse de ne pas perdre l'espoir. Aux femmes et aux hommes maliens de ne pas perdre l'espoir. Le pays traverse des difficultés, certes, mais l'espoir est permis. Je disais tantôt qu'il y a des pays qui ont traversé des moments plus difficiles que le Mali, mais qui ont su, par l'engagement, la volonté, le courage, la détermination, la vision, à s'en sortir. Il n'y a pas de raison que nous, qu'on ne puisse pas sortir de ce problème-là. Oui, mais la seule condition, comprendre que personne ne viendra faire ce pays à notre place. C'est nous qui devons faire ce pays-là. Mais il n'y a pas de 10 000 manières. Il faut former la jeunesse. Il faut donner de l'emploi à la jeunesse. Il faut que la jeunesse soit consciente que c'est le pays et l'air et qu'il doit se battre. Que l'intérêt personnel qu'on le mette à côté, qu'on se focalise sur l'intérêt général. À ce titre, seul à ce titre, qu'on pourra sortir de ce problème-là. Nous sortirons, Inch'Allah. Merci beaucoup, Monsieur Diawara. C'est un plaisir de vous avoir ici dans votre émission Face à vous. Nous sommes au terme de cette émission. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. Bonne continuation.